mesdames et messieurs les journalistes, les membres élus de la Chambre. Donc, bienvenue à cette conférence de presse organisée donc, par l'UDM-MEDEF, la CPME et la Chambre de commerce. Dans l'ordre des interventions, donc, le président est en visio parce qu'il est hors du département, donc il ouvrira cette conférence de presse. Il sera suivi donc, de Victor de Venutolo, donc président de la CPME, et ensuite Bruno Blandin. Donc, merci, Président. Je vous laisse prendre la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, désolé de ne pas pouvoir être avec vous à cet instant. Le président Bruno Blandin et également Victor Venutolo, nous avons voulu organiser cette conférence de presse à un moment donné où la Guadeloupe et les entreprises rencontrent d'énormes difficultés, comme vous avez pu l'imaginer. Les chiffres qui sortent du greffe du tribunal de commerce démontrent qu'il y a une accélération, malheureusement, des défaillances d'entreprises. Et donc, l'une des idées, c'était de se réunir pour pouvoir analyser quels sont les freins, qui sont les freins économiques pour redonner un élan à notre développement économique. Et puis, au moment où le débat institutionnel est lancé, voir si véritablement il y a un frein à l'évolution institutionnelle, que c'est le frein de l'évolution institutionnelle qui pénalise les entreprises. Nous pensons que non. On va vous expliquer ça, tout simplement pour vous dire qu'à cet instant, il faut creuser au maximum le 73 et qu'il y a des évolutions possibles dans le 73, tout en restant dans le droit commun, qui doit permettre aux entreprises de se développer. Loin de nous de lancer un débat sur les évolutions institutionnelles, le but de cette réunion, c'est tout simplement d'approfondir, de creuser ce qu'on peut faire dans le 73 et voir comment toutes ces normes, tous ces excès de règlement bloquent nos entreprises. L'idée, c'est libérer les énergies des entrepreneurs afin que notre économie puisse se développer dans de meilleures conditions. Voilà, je ne serai pas plus long parce que je suis en distanciel et c'est un peu difficile pour moi. J'ai cru comprendre que c'est le président Victor Venutolo qui prendra la parole. Alors, sans plus tarder, à toi, Victor. Merci. Ça marche. Vous m'entendez? Merci, Président. Merci, Patrick. Merci, Président Bruno Blandin. Et merci à vous, à la presse, d'être présent aujourd'hui. Oui, comme l'a dit le Président Vial Collet, nous sommes à une époque charnière où nous entendons... alors, nous vivons un certain nombre de difficultés économiques en Guadeloupe, pas seulement, dans l'Hexagone également. Et nous nous heurtons aujourd'hui à un débat qui a été lancé il y a plusieurs mois de cela sur le fait que ce serait que nous soyons dans l'article 73 qui serait la cause de tous les maux, MAUX, et que, à cause du fait que nous soyons dans le droit commun, la Guadeloupe sombrerait. Et que, en fait, la seule solution à tous les problèmes, ce serait d'aller à l'article 74. Pourquoi pas? Nous nous disons, montrez-nous le projet. Pas de projet. En tout cas, s'il y en a eu un, nous ne l'avons jamais reçu. Il n'y a jamais eu de discussion avec le monde économique. Et nous représentons entre CCI, MEDEF et CPME, mais pas seulement, Chambre de l'artisanat, Chambre de l'industrie, Chambre des pêcheurs, etc. Nous représentons l'immense majorité du monde économique et, ainsi que j'ai eu l'occasion de le dire à la région, nous n'avons jamais été consultés. Il semblerait qu'on veuille mettre la charrue avant les bœufs. Qu'on dise il faut d'abord aller au 74 et ensuite on va faire un projet. C'est un peu comme si, pardonnez-moi le raccourci, on achète une voiture et puis après on construit les routes. Pas vraiment logique dans le principe. Or, si ce n'était que ça, mais quand même sortir du droit commun, passer du 73 au 74, est un acte dangereux avec de nombreuses implications qui nous semble dangereux et qui ne nous donne aucune certitude quant à la suite, puisque aucun point n'a été discuté, ni sur le plan politique, ni sur le plan économique, pour cela.
Alors, l'immense majorité des citoyens pensent que le simple fait de changer de statut doit obligatoirement passer par la volonté populaire et que, même ma foi, ce n'est pas tellement la peine aujourd'hui de prendre position, puisque comme il y aura un référendum populaire, à ce moment-là, on va s'exprimer et on va dire ce qu'il en est. Ce n'est pas tellement vrai. Ça, c'est vrai quand on veut faire un projet, quand on fait un projet qui est franc, qui est sincère et qui ne cherche pas la faille juridique. En l'occurrence, et je ne vais pas rentrer dans le débat institutionnel parce que ce n'est pas ma fonction, ce n'est pas mes qualités, mais quand même, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté de ceux qui veulent passer à l'article 74 de faire la fusion des deux assemblées, fusion du Conseil régional et du Conseil général. En s'appuyant sur le fait qu'il y aurait un millefeuille administratif ingérable et que les Guadeloupéens ne savent pas qui fait quoi, que tout est bloqué. C'est un peu facile comme raccourci et nous ne validons absolument pas ça sans qu'on nous dise exactement ce qu'il y a derrière. Mais sachez quand même que le simple fait de réunir le Congrès à Versailles, des députés et des sénateurs, permettrait en même temps qu'on ferait une fusion des deux assemblées, de changer de statut sans passer par la volonté populaire. Sans passer par la volonté populaire. Et donc, ce seraient nos députés et nos sénateurs qui, réunis en congrès, changeraient le statut de la Guadeloupe facilement. Parce que nos élus, ou en tout cas les représentants, ont laissé penser à la représentation nationale, mais que ma foi, nous sommes tous d'accord à cela. Et nous ne sommes pas d'accord à cela. Nous ne sommes pas d'accord à la fusion des deux assemblées, et les exemples montrent que nous n'avons pas complètement tort. Je donne l'exemple de la Martinique et de la Guyane, où on a fait une fusion des deux assemblées, soi-disant pour qu'il y ait une facilitation des processus. Je n'en ai pas vu de facilitation, soi-disant pour qu'il y ait moins de fonctionnaires. On a doublé le nombre de fonctionnaires et on ne s'en sort pas, et les collectivités sont en grande difficulté financière, alors qu'elles ont théoriquement beaucoup plus de latitude pour faire ce qu'elles veulent. Donc, s'abriter derrière la fusion des deux assemblées pour dire que ce sera le remède à tous les maux est faux et ne repose sur aucun élément factuel. Deuxièmement, sortir du droit commun en passant à l'article 74, sans avoir un vrai projet, sans dire clairement qui fait quoi, qui paye quoi, et où on va, est une aventure à laquelle aucun de nous ne veut souscrire. Je répète que c'est facile de dire ça ne marche pas, il faut qu'on change. Il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas, les amis. On ne peut pas dire que tout ne marche pas. Oui, il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas. Et oui, nous avons besoin très certainement de modifier un certain nombre de choses et de reprendre la main sur un certain nombre de points. Je pense notamment aux normes, aussi bien sur le littoral que sur les importations, sur lesquelles on mérite de travailler. Mais il faut que vous sachiez que l'article 73 de la Constitution, qui est tant décrié par ceux qui veulent aller au 74 aventureux, permet de faire cela. Avec le 73, nous pouvons négocier avec l'État, point par point, les amendements que nous souhaitons voir appliqués au département Guadeloupe, à la région Guadeloupe. Pourquoi donc faut-il aller vers une aventure institutionnelle sans but, sans moyens, sans projet, alors qu'il est possible de le faire? Par contre, il faut une vraie volonté de nos élus pour aller défendre chacun des dossiers sur lesquels nous voudrions des évolutions. Quand même, pour information, on veut plus de responsabilité, et c'est très bien, c'est très flatteur pour nous Guadeloupéens de dire que ce sont des Guadeloupéens qui allons décider au plus près des entreprises, au plus près de la population, un certain nombre de choses. Mais quand même,
C'est un peu comme si on disait que nous n'avions aucune prérogative et que c'est l'État qui décidait de tout. Est-ce l'État qui décide la gestion de l'eau en Guadeloupe? La réponse, c'est nous, Guadeloupéens, qui gérons l'eau. Qu'est-ce que ceux qui veulent passer à l'article 74 ont prévu de faire sans l'État pour remettre de l'eau dans les robinets des Guadeloupéens? Grand point d'interrogation, parce que sans l'État, aujourd'hui, il y a encore moins d'eau dans les robinets. Je me rappelle bien que le président du conseil départemental, je ne lui en veux pas à titre personnel, mais je dis le président du conseil départemental a été à un moment donné en responsabilité au SMGEAG. On est bien d'accord. Que s'est-il passé? Le SMGEAG a-t-il relevé la tête à ce moment-là? L'eau a-t-il plus coulé dans les robinets à ce moment-là? Je rappelle également qu'un pays qui veut son autonomie, son indépendance ou quoi que ce soit d'autre, a besoin de nourrir sa population. Combien d'agriculteurs ont-ils été installés en Guadeloupe sur les 15 dernières années? 3. 3 agriculteurs ont été installés sur les 15 dernières années en Guadeloupe. Qui a la responsabilité de l'attribution des terres agricoles? Le conseil départemental. Les mêmes qui veulent nous amener vers un article 74 où nous nous passerions de l'État. Et puis, j'ai horreur de ça. Vraiment, j'ai horreur de ça. De dire la Guadeloupe, la région Guadeloupe coûte tant à la France. Je ne supporte pas cette vision d'extraire un département où il y a 400 000 habitants, avec les difficultés que nous connaissons par l'éloignement et le reste, et puis dire, voilà ce que nous coûtons à la France. Je ne supporte pas cette idée, mais il y a quand même des chiffres réels. Demain matin, si nous n'étions plus dans l'article 73, et donc que nous ne dépendions plus du droit commun et que nous levons l'impôt, nous faisons les lois, etc., etc., quid de la solidarité nationale pour tout ce qui concerne le social? Où prend-on cet argent? Alors, en tant que chef d'entreprise et en tant que citoyen, moi je suis pour que les gens travaillent, évidemment, mais ça ne se décrète pas le travail. Quelles sont les possibilités, quelles sont les orientations que ceux qui veulent aller vers le 74 prônent pour que les entreprises puissent embaucher plus facilement demain, soient moins écrasées par des impôts et des taxes, et puissent libérer l'économie? Pas une ligne n'a été vue. On nous dit, et j'en finirai là parce qu'il faut quand même, et surtout laisser mon ami Bruno parler, on nous dit que le monde économique a été largement consulté et que les citoyens ont été largement consultés. Nous sommes le monde économique. Nous n'avons jamais été consultés. Nous sommes des citoyens avant d'être du monde économique. Nous n'avons jamais été consultés et sans même attendre une réponse de votre part, je vous renvoie la balle. En tant que citoyen, vous, avez-vous été consulté pour l'évolution institutionnelle et ou statutaire de la Guadeloupe? Voilà. Donc, j'aimerais quand même rappeler que nous sommes d'accord à tout, enfin, pas tellement, mais que nous respectons le vote populaire, évidemment. Encore faut-il que la population soit consultée et qu'on lui dise très clairement où on veut aller, avec quels moyens et pour faire quoi. C'est très flatteur de dire nous, Guadeloupéens, allons décider pour nous. Tout le monde adhère à ça. Nous les premiers. Mais comment? Avec quels moyens et pour aller où? Enfin, dernière chose, parce que j'ai discuté avec un certain nombre de politiques qui nous disent, mais les sondages disent que les Guadeloupéens veulent une assemblée unique et veulent changer de statut. Enfin, nous avons passé l'âge de raison. Nous savons parfaitement comment orienter une question pour que les Guadeloupéens disent oui ou non. Et il est de même pour tous les sondages. Je rappelle qu'en 2003, l'immense majorité de la population disait vouloir aller vers le projet qui lui était proposé de sortir du cadre commun, et on sait le résultat.
faisons attention au sondage, à la question qui est posée, comment elle est posée pour orienter qui. Nous soutenons que, au-delà des sondages, il faut poser la question aux Guadeloupéens et ne pas passer au-dessus. Et le stratagème qui consiste à aller au Congrès à Versailles pour demander une fusion qu'aucun de nous n'a demandé et à laquelle nous ne sommes pas d'accord, pour changer de statut est une duperie et nous ne sommes pas d'accord avec ça. Voilà, j'en ai fini et je laisse Monsieur le Président Bruno Blandin prendre la suite. Merci Victor. Mesdames, Messieurs, merci à Mesdames, Messieurs les journalistes d'être venus ce matin. Alors, je vous ai préparé un petit mot avant d'entendre vos questions. Et je vous rappelle que si je prends la parole aujourd'hui, ce n'est pas par goût de débat statutaire, mais par responsabilité envers la Guadeloupe et envers la France. Nous sommes, Mesdames, Messieurs, à un moment charnière. Certains nous proposent de changer de cap, de quitter le cadre de l'article 73 pour entrer dans celui de l'article 74. Quoi qu'ils disent, parce que certains nous disent « je n'ai jamais dit ça », mais quoi qu'ils disent, c'est la réalité parce que les écrits sont là. Je veux le dire clairement aujourd'hui, je ne suis pas hostile au changement. Nous ne sommes pas hostiles au changement. Nous sommes simplement hostiles au changement qui fragilisera la Guadeloupe et qui brouillera notre avenir. L'article 74 n'est pas un simple geste technique. C'est un saut dans l'inconnu. On nous parle d'autonomie. On ne nous dit pas à quel prix. On nous parle de liberté. Mais on ne nous dit pas ce que nous allons perdre en chemin. Je refuse, Mesdames, Messieurs, que la Guadeloupe serve de laboratoire institutionnel. Notre avenir ne peut pas se jouer à la roulette russe statutaire. Ce n'est pas possible. Depuis 1946, le département n'est pas une prison. C'est une protection. Il a été le levier de nos droits sociaux, ne l'oublions pas, de notre citoyenneté pleine et entière, de notre place dans la République française et européenne. Ceux qui minimisent cet héritage oublient d'où nous venons. Le département, ce n'est pas l'immobilisme. Le département, c'est l'égalité. Le département, c'est la dignité. Soyons clairs, l'article 73, on peut changer de numéro, pourquoi pas, on en parlera tout à l'heure. L'article 73, c'est l'identité législative avec adaptation, je rappelle. Même droit, même loi, avec la possibilité de tenir compte, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, ou tout au moins on ne va pas jusqu'au bout, de nos réalités locales. On est dans une zone d'expérimentation et on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas. Quel que soit l'article 73, on n'utilise pas cette zone dont la France nous donne, c'est un droit d'expérimentation. On ne l'utilise pas. L'article 74, c'est la spécialité législative, des règles différentes, un statut sur mesure et donc le risque d'un éloignement progressif de la République et de l'Europe. Je ne veux pas prendre ce risque pour mes enfants, pour nos enfants et pour la Guadeloupe. Je ne suis pas contre, Mesdames, Messieurs, l'adaptation. Loin de là. Bien au contraire, on en parlera tout à l'heure. Mais je suis contre la différenciation qui nous isole, surtout avec des prédateurs américains à nos portes. Ce n'est pas anodin ce que je viens de dire. Et vous le savez toutes et tous. Nos compatriotes ne me parlent pas de statut quand je suis sur les marchés ou quand je fais des courses ou dans mes quartiers. Ils me parlent de chômage.
des jeunes sans emploi, du coût de la vie, de l'emploi, du logement, de l'éducation et surtout de l'eau. Je ne veux même pas parler de l'assainissement, qui est un phénomène qui risque d'être une bombe atomique pour la Guadeloupe demain. Changer d'article de constitution ne crée pas un seul emploi. J'ai jamais entendu dire ça. Changer d'article ne remplit pas une seule assiette de nos compatriotes. Changer d'article ne construit pas une seule école. Ne faisons pas du débat statutaire un écran de fumée qui nous détourne des vrais problèmes. La Guadeloupe n'est pas une île, mesdames, messieurs, perdue au milieu de l'océan. Elle est au cœur de la République française et de l'Union européenne. N'oublions pas ça. C'est notre protection mondiale. Nous sommes une région ultra-périphérique, mais pas une périphérie oubliée. L'article 73 nous permet d'être pleinement français et pleinement européens. Je veux préserver ce double ancrage qui est une chance pour notre territoire. Mesdames, Messieurs, je ne suis pas un conservateur figé dans le passé. Oui, nous devons réformer nos institutions locales. Nous sommes tous d'accord. Oui, nous devons simplifier et faire se rapprocher les décisions de terrain, ce que nous souffrons aujourd'hui entre les relations du département et la région. Et vous le savez tous. Et surtout, améliorer notre gouvernance. Mais réformer ne veut pas dire rompre. Adapter ne veut pas dire s'éloigner. Évoluer ne veut pas dire se séparer. Enfin, je vous appelle à la prudence. Je vous appelle à la prudence, à la raison et à la responsabilité. Ne nous laissons pas entraîner dans une aventure dont nous ne maîtrisons pas toutes les conséquences. La Guadeloupe mérite mieux qu'un pari institutionnel. Elle mérite la stabilité, la protection et l'égalité au sein de la République. C'est pour ces raisons, mesdames, messieurs, je dis non au passage de l'article 74 en l'état. Merci. Alors, pour pouvoir, si tu permets, pour pouvoir échanger entre nous, le moment est difficile. Alors, je vous rappelle 2-3 petites choses que le président Venutolo a dit tout à l'heure. Nous passons un moment difficile. Le monde économique passe un moment difficile. Vous le savez toutes et tous. Il n'y a plus de commandes publiques. Alors que vous savez toutes et tous que la commande publique représente 60% des commandes, je dirais, en Guadeloupe, et 40% du privé. Il n'y a plus de commande publique. On n'a pas d'eau dans nos robinets. Le BTP est en train de mourir. Et vous le savez, pour des problèmes d'approvisionnement, et vous savez tous le problème, mais aussi parce qu'il n'y a pas de commande publique. OK ? Nous devons, c'est un moment difficile et important pour nous, pour nos enfants, pour les chefs d'entreprise, pour nos salariés. Nous devons être solidaires. Certes, nous ne serons pas d'accord sur tout, mais nous devons nous mettre ensemble pour une seule raison. Bâtir ensemble la vision de notre développement et ce que nous voulons pour la Guadeloupe. C'est la priorité. Bâtir aussi les projets pour la Guadeloupe. Et nous verrons après le statut. Un chef d'entreprise, aujourd'hui, quel que soit le chef d'entreprise aujourd'hui, il a d'abord sa vision. Il bâtit sa vision. Il bâtit avec ses actionnaires, ses investisseurs. Il bâtit son projet et adapte après ses statuts. Il adapte après ses statuts. Ne faisons pas le contraire. Ça ne nous amènera à rien. Donc nous sommes prêts, nous, monde économique,
à mettre en place l'ensemble de nos moyens pour bâtir avec la Guadeloupe, les politiques, le monde syndical, le monde associatif, le sport, la culture, l'avenir de la Guadeloupe avec vous. Voilà un peu mon message, si vous voulez. Mon message de patriote guadeloupéen et mon message tout simplement d'un petit Pointois, né à Pointe-à-Pitre. Voilà, merci. Alors, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Et si tant est que certains d'entre vous veulent ajouter quelque chose, nous avons aujourd'hui un certain nombre de nos adhérents avec nous, mais pas que, et des spécialistes autour de la table qui peuvent vous répondre pour ce qui concerne l'économie et puis les donner leur propre avis sur le sujet d'aujourd'hui. On a été si clair que ça. Je voudrais quand même poser une question à l'ensemble. Pardon, merci. Quand on écoute les déclarations de M. Ventoulou et du président de la CCI, de la CCI aussi, du MEDEF, je suis obligé de me poser la question, comment vous allez vous opposer à la décision qui a été prise, parce qu'en ce moment, d'après ce que j'ai compris, au ministère des Outre-mer en France, il y a des commissions qui sont mises en place avec le président du conseil départemental. Il y a des réunions, il y a une réunion la semaine dernière, il y aura une la semaine prochaine. Donc le processus est en marche. Alors est-ce que, parce que qu'on le veuille ou pas, votre déclaration aujourd'hui, on l'entend, elle est économique, mais elle est très politique. Donc sur qui, politiquement, allez-vous vous appuyer pour contrecarrer ou vous opposer à la décision prise par M. Losport? Voilà. Alors, merci de cette question. Je rappelle simplement que l'Union des entreprises de la Guadeloupe, c'est 800 adhérents payants, 30 000 salariés dans nos entreprises sur ces 800 adhérents payants et 30 000 votants. Je rappelle simplement ça. C'est l'avenir de nos salariés, c'est l'avenir de nos enfants. Nous ne pouvons pas laisser, nos salariés ne laisseront pas faire n'importe quoi avec les entreprises pour lesquelles elles représentent aujourd'hui. Ça, c'est la première question. La première réponse, pardon. La deuxième réponse, tu as tout à fait raison. Ils font sans nous. Ils font sans le monde économique. Mais qui va créer les emplois demain? Qui va faire la richesse de la Guadeloupe? Qui va demain matin créer des emplois? Ce sont les entreprises. Donc, on nous a demandé, nous, le monde économique de la Guadeloupe, d'attendre que le budget français soit voté. Il a été voté il y a 2 jours. Donc maintenant, nous allons entrer en communication avec le ministre des Outre-mer, qui jusqu'à présent n'a reçu personne du monde économique, je le rappelle, pour regarder, voir toutes ces réunions qu'elle fait, ok, et nous allons lui demander officiellement et officieusement de nous recevoir afin de changer peut-être son état d'esprit sur l'avenir des Outre-mer, particulièrement de la Guadeloupe. Nous n'allons pas nous laisser faire, y compris à les convaincre le centralisme parisien qui peut décider, qui décide pour nous. On ne va pas se laisser faire. Voilà. Si je peux permettre, je voudrais rajouter quelque chose. Nous venons de vous expliquer comment on peut passer au-dessus de la population pour faire un changement majeur dans la vie de la population. Vous êtes la presse, vous êtes le relais de cette information. Nous allons le dire. Et comme Bruno l'a dit, on nous avait demandé d'attendre le budget. Le budget est fait. Nous commençons à communiquer. Nous communiquerons beaucoup. Et comme Bruno l'a dit, nous irons là où il faut. Dire qu'il n'y a pas une seule voie en Guadeloupe et que la voie de ceux qui veulent aller vers le 74 est une voie et que nous portons une autre voie et nous ne sommes pas d'accord avec cette voie. Mais vous êtes le relais de cette information. Vous êtes le relais pour dire à la population, attention, peut-être que vous ne serez pas consultés. Et nous comptons sur la presse pour relayer l'information qu'il y a une autre voie et que nous ne sommes pas d'accord avec la voie qui semble être la majorité mais qui ne l'est pas. Et à la CPME, nous avons moins d'adhérents qu'au MEDEF.
mais nous avons des adhérents. Nous avons 200 adhérents directs, 450 avec les fédérations. Et donc, nous représentons également un certain nombre de salariés sur le territoire et de votants. La CCI, c'est 40 000 entreprises. Je pense que nous pouvons dire que nous avons un pouvoir de communication permettant d'ameuter ceux qui ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se jouer sans eux. Et nous ne sommes pas d'accord. Voilà, merci. Je crois que le président veut intervenir, mais il doit avoir son micro coupé, président. Non, je suis là, je l'écoute et je suis très attentif à ce qui est en train de se passer. Alors d'abord, je voudrais réagir sur une chose qui vient d'être dit. Le processus est engagé. Qu'est-ce que ça veut dire un processus engagé? Moi, je dirais plutôt que la réflexion est engagée. Nous avons 3 pouvoirs dans nos économies. Le pouvoir politique, le pouvoir économique et le pouvoir de la presse. Mais je rappellerai une chose, c'est que l'économie, c'est le pilier central de toute réforme politique. Et sans économie, il n'y a aucun projet politique qui soit viable. La première chose où on devrait prendre en compte, c'est quelle économie pour le pays. Parce qu'en réalité, ce dont nous souffrons aujourd'hui, ce n'est pas d'un projet politique, c'est d'un projet économique viable à l'intérieur de nos institutions. Moi, je crois que nous devons avant tout, puisque c'est les Guadeloupéens qui vont choisir, et je ne pense pas qu'à aucun moment donné, on pourrait passer sans consulter les Guadeloupéens, parce qu'aucun d'eux ne pourrait comprendre qu'ils ont toujours été consultés, que pour une fois où il semblerait que finalement le vote ne soit pas en la faveur d'une évolution, ils pourraient être privés de leur vote, qui est un vote très important pour l'avenir. Donc, le but de cette réunion, c'est tout simplement de vous donner la position qui est la nôtre, et je rebondirai sur ce qu'a dit le président Blandin, qui est très important. Nous ne sommes pas opposés à un mouvement, nous ne sommes pas opposés à une évolution. Nous sommes opposés à ce qui peut apparaître comme étant un saut dans l'inconnu. Ce n'est pas la même chose. Et donc, à partir d'un projet économique, nous sommes prêts à regarder quels sont les freins. Est-ce que c'est possible dans le 73, le 74? Pourquoi pas un autre? La Corse est en pleine évolution statutaire. Les régions françaises sont en train de se poser des questions. On n'est pas là pour dire que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'il ne faut rien changer. On est en train de dire qu'un projet politique ne peut pas être fait sans l'économie. Et que pour l'instant, nous pensons, à tort ou à raison, vous journalistes, vous devez également vous poser la question, que l'évolution dans le 74 ne sera pas bénéfique. Parce que, tout simplement, dans le 73, nous sommes dans le droit commun, c'est-à-dire dans la solidarité nationale, avec des adaptations possibles. Et donc, dans un premier temps, nous pensons qu'il faut d'abord pousser ces adaptations. D'abord parce que l'horizon est beaucoup plus facile en adaptation qu'en évolution institutionnelle. C'est quand même beaucoup plus compliqué. Je rappelle quand même à chacun d'entre vous que la consultation des populations a été inscrite dans le marbre dans la Constitution française par le président Jacques Chirac. Et donc, je ne vois pas comment on pourrait ne pas consulter les Guadeloupéens. Et il y a peut-être un projet beaucoup plus rapide, beaucoup plus techniquement solide et économiquement viable qui est à l'intérieur du 73. Voilà, c'est notre réflexion, on vous la livre. Le débat, bien sûr, va continuer, va se nourrir d'un certain nombre de propositions, mais je me refuse de dire et d'admettre que le processus, pour reprendre ton verbe, le processus est engagé, et qu'est-ce qu'on pourra faire contre un processus? Ça veut dire que le processus est engagé, on n'a rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir, c'est déjà acté, et c'est comme ça que ça va se passer. Oh, je crois que ça se passera peut-être pas comme ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire à ce stade. Merci de votre attention. Et je regrette vraiment de ne pas pouvoir être parmi vous, parce que finalement, un peu éloigné, c'est plus difficile pour moi de réagir. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Peut-être pour prolonger ce que vient de dire M. Vial-Collet et ce qu'a dit M. Ventolo au début, que le monde économique
n'a jamais été consulté. Bon, nous, la presse, lorsqu'on interroge les élus du Congrès, ils disent que vous avez été consulté. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous demander qui a raison, qui a tort. Mais est-ce que le front commun que vous présentez aujourd'hui, est-ce que vous n'auriez pas dû le présenter, et en tout cas agir plus en amont, plus en aval d'ailleurs, avant que justement les résolutions du Congrès soient votées? Est-ce que vous n'arrivez pas un tantinet trop tard? Excusez-moi, je prends juste la parole rapidement. On est dans la sémantique. Est-ce qu'on a été informé au même titre que vous? Est-ce qu'on a été consulté pas plus que vous? La consultation, elle doit être populaire, le projet, il doit être partagé. J'estime aujourd'hui que le projet n'a pas été partagé avec le monde économique. Alors, si on entend par consultation, information, oui, nous avons été informés au même titre que vous. Nous avons même été invités. Le président Victor Venutolo a pris d'ailleurs la parole, me semble-t-il, à un congrès. Mais c'est pas la consultation, c'est pas du tout ça. Hein. Si on construit un projet ensemble, ça veut dire que nous sommes invités à des réunions, que ces réunions donnent lieu à des échanges, à des débats, à un partage. C'est ça la vraie construction. Là, je vais vous renvoyer. Oui, nous sommes informés. Je me permets de prendre la parole en ma qualité de président de la commission économie et finances de l'UDE-MEDEF. Est-ce que nous avons été consultés sur un projet économique? Non. Est-ce que nous avons été interrogés par un cabinet d'avocats qui a fait une analyse de la situation actuelle de la fiscalité sur ce territoire en termes de recouvrement et d'imposition? Oui. Mais en aucun cas, ça peut être assimilé à une véritable consultation. Une consultation pour le monde économique, ça signifie un projet rédigé, ça signifie une vision politique attachée à ce projet en disant que pour aller vers ce projet économique, il faut aller vers l'article 74, par exemple. Et là, on donnerait notre avis pour savoir si oui ou non, on estime que le projet économique est viable et s'il nécessite ou pas d'aller vers un autre article de la Constitution. Aujourd'hui, on est dans une situation où on n'a pas été consulté et on voit qu'effectivement le train est en marche, comme vous l'indiquez, vous, la presse. On voit qu'il y a des écrits qui parlent de l'article 74. Et donc on estime qu'une consultation préalable du monde économique sur un projet économique défini, avec les outils d'autonomie fiscale dont on nous parle, avec les outils d'autonomie sur la politique de logement ou sur le littoral, ça implique effectivement d'être interrogé sur des questions précises, avec une vision précise. Pour l'instant, nous n'avons pas été consultés sur ce projet, et pour l'instant, nous n'avons pas été consultés sur la nécessité d'aller vers l'article 74 ou pas. Et si je peux me permettre d'ajouter, chère Isabelle, je te pose la question, Jean-Claude Chiche, qu'on nous montre à quel projet on a été associé. C'est pas la peine de dire qui est menteur, qui est pas menteur. Faites le travail d'investigation des journalistes et demandez qu'on vous montre les documents sur lesquels il y a apposé notre signature sur un projet. Quel est le projet? Vous le connaissez, vous? Nous ne le connaissons pas. Nous en connaissons uniquement la finalité. Il faut aller à l'article 74. J'ai vu le vice-président Courtois, lors du congrès à la région, remettre au président Chalus un document épais comme ça, disant « Voici nos conclusions ». Est-ce que vous l'avez eu? Nous ne l'avons pas eu. Je n'ai pas ce document en ma possession. Je n'ai pas participé à ce document. Je n'ai pas eu mon mot à dire. Et 6 mois après que j'ai dit officiellement à ce congrès, comme l'a rappelé Patrick Vial-Collet, ceci est faux, je répète, ceci est faux, et qu'on nous montre un endroit où on a signé un projet. Voilà, c'est la meilleure des réponses. Si je peux compléter ce qui vient d'être dit et que j'approuve, en fait, nous avons un problème de méthode et que nos politiques n'ont pas compris quelle est la méthode en matière de vision et de projet. S'ils pensent qu'il faut mettre le statut, je le répète, qu'il faut mettre les statuts avant la vision et le projet, on va dans le mur. Et nous n'admettrons pas ça. Pour nous, il est important, et nous n'avons rien contre nos politiques,
mais nous devons leur faire comprendre que ce n'est pas comme ça qu'on va, demain matin, développer la Guadeloupe. Ce n'est pas comme ça qu'on va créer des emplois. Ce n'est pas comme ça qu'on va faire de la Guadeloupe le fleuron des Outre-mer et le fleuron de la Caraïbe. Et c'est ça notre ambition. Et nous avons les moyens de le faire. Nous sommes un archipel, nous aussi, il ne faut pas l'oublier. Donc nous n'avons rien contre nos amis politiques, mais nous ne sommes pas d'accord avec leur méthode. Nous discutons avec tout le monde. Effectivement, tu as raison, on en a discuté en solo, entre deux assiettes et tout. On discute, on parle, on échange. Mais oui, le projet. Comment demain matin, nos enfants, quelle éducation pour nos enfants? Et quelle sécurité pour le peuple guadeloupéen, qui est un réel problème aujourd'hui, et vous le savez bien. Alors vous me dites que c'est du régalien, mais ça commence d'abord par nous, Guadeloupéens, la sécurité. Ok, ça c'est du régalien. Donc c'est la France, et si demain matin le régalien te dit démerde-toi avec ta sécurité, vous faites quoi? Attendez. Donc nous ne sommes pas là pour faire le procès des politiques. Nous sommes là pour dire les choses telles qu'elles ont été faites. Et Madame Maître Isabelle Michel-Gabriel l'a rappelé, le président Victor l'a dit, nous sommes prêts à travailler. Nous sommes prêts, demain matin, à se mettre autour d'une table, à faire valoir, je dirais, nos idées, à faire valoir notre expérience. Nous ne l'oublions pas, nous avons de l'expérience, nous savons créer des entreprises, nous savons embaucher, nous savons créer de la richesse. Donc il est important. Pourquoi ils ne se servent pas de ça? Pourquoi on ne se sert pas de nous? Pourquoi? Nous sommes Guadeloupéens, ne l'oublions pas. Nous avons notre mot à dire, nous, le monde économique. Et je vous ai passé quelques messages, et le président Victor Venutolo vous l'a passé aussi. Nous souhaitons définitivement compter pour l'avenir de la Guadeloupe. Point. Juste une petite précision, il y avait avant les congrès ce qu'on appelait des commissions ad hoc. Alors question, est-ce que vous avez été invité à ces commissions ad hoc? Première question, non mais attendez, je n'ai pas terminé. Et deuxièmement, on arrive au mois de juin de l'année dernière à 19 congrès. Ça veut dire qu'il faut tout effacer, recommencer à zéro? Je parle du point de vue politique, hein, parce que j'entends bien ce que vous dites du point de vue économique. Bien évidemment, l'économie, surtout dans un pays où la précarité se développe, vous n'avez même pas parlé du problème de violence qui se développe aussi au pays. Mais alors, quand vous allez rencontrer l'OSBAR, vous dites, bon, les congrès, les 19 congrès, on s'y montre dessus et on repart à zéro, c'est ça? Je vais être très provocateur. Oui. 19 congrès entre copains qui ont la même vision et qui excluent tout débat. Quelle valeur ça, messieurs? Quelle valeur ça? Je vous répète. Tu as posé la question de savoir, avez-vous été invité à une commission ad hoc? La réponse est non. Je ne peux pas être plus clair. La réponse est non. Nous n'avons été conviés à aucune réunion officielle avec un ordre du jour dont le sujet est évolution vers l'article 74, et notre signature n'est en dessous d'aucun document qui dit nous allons vers le 74, sans aucun projet entre l'ordre du jour et la conclusion. Quel est le projet? Je répète, nous ne savons pas ce qu'est le projet. Nous savons qu'il faut aller vers l'article 74 parce qu'il y a des problèmes. Okay? Il pleut beaucoup en ce moment de carême. Doit-on aller vers l'article 74 parce qu'il y a un dérèglement climatique qui fait qu'il pleuve en ce moment? Et oui, mais c'est à peu près ça. Vous voyez, ça fait sourire, mais c'est à peu près ça. On peut tout mettre dans le sac et dire, puisque ça ne va pas, allons vers le 74. Il y a des trous sur la route tout au long de la route. Est-ce qu'on passe à l'article 74 parce qu'il y a des trous sur la route? Est-ce que la première des choses n'est pas de dire, OK, il y a des trous sur la route, allons arranger la route? Parce que c'est de notre responsabilité, ça. On n'a pas besoin de changer d'article pour réparer les routes. Il n'y a pas de robinet. C'est de notre responsabilité locale. On n'a pas besoin de l'État pour ça. Enfin, si, on a beaucoup besoin de l'argent de l'État quand même et de la solidarité nationale. Parce que sans l'argent de l'État, on est en grande difficulté pour avancer sur le dossier. Il faut dire les choses. Donc, je répète,
je ne peux pas être plus clair. Nous n'avons jamais été consultés sur un sujet d'évolution institutionnelle et statutaire, disant nous allons vers l'article 74, voici le projet, voici les étapes, et nous signons. Montrez-moi notre signature. Nous ne l'avons pas. Voilà. J'ai une question. Victor, en complément de ce que tu dis, hein, aujourd'hui, si j'écoute ce qui est en train de se dire par la presse, on serait prêt à nous reprocher de nous réveiller trop tard. Alors j'admets ce reproche. En revanche, je n'admettrai pas qu'on nous dise que mieux vaut jamais que tard quand il s'agit de l'avenir du pays. Ça, c'est la première observation. La deuxième, et j'en reviens sur quelque chose qui me semble être très important, c'est le processus est en marche. Mais voyez-vous, mesdames et messieurs, c'est parce que nous avons senti que le processus était en marche que nous avons fait cette réunion pour vous informer, vous les journalistes, mais au-delà, pour informer les Guadeloupéens de ce qu'on est en train, on sent qu'il est en train de se passer et que on ne peut pas avoir, si un projet, une évolution statutaire est un projet politique, il ne peut pas avoir de projet politique solide sans un projet économique. Et c'est ça le vrai débat. Parce que voyez-vous, finalement, bien sûr que c'est les politiques qui décident du projet, mais c'est les Guadeloupéens qui arbitreront sur le projet. Et il est normal qu'à un moment donné où ce processus est en route, que les Guadeloupéens puissent savoir qu'est-ce que pense le monde économique d'un projet politique. Et c'est normal aussi que l'ensemble des journalistes puissent informer des sensibilités, des visions, des différences, des oppositions. C'est le rôle du journalisme que de dire il n'y a pas, si on regarde bien, il n'y a pas à cet instant un accord de l'ensemble du monde économique et politique sur le projet. Tout simplement parce que nous ne l'avons pas partagé. Alors, on dit quoi? Pour être franc et pour être direct, cette conférence de presse, elle est faite pour dire que nous ne croyons pas que l'évolution institutionnelle ou le passage du 73 à 74 soit la réponse aux problèmes que nous connaissons. Bien au contraire, nous pensons que ça va accélérer les problèmes parce qu'il y aura un manque de moyens. Et nous disons, continuons à négocier avec la France, avec les parlementaires, avec le gouvernement pour approfondir le 73 afin qu'on puisse véritablement voir s'il y a un projet pour le pays qui compte plus sur la solidarité nationale que sur notre seule solidarité. Parce que, voyons les choses en face, disons-nous les choses. Si on ne doit compter que sur notre effort, et je parle de notre effort fiscal, que ce soit les entreprises, personnes morales, ou les habitants, les Guadeloupéens, personnes physiques, sans avoir une aide de la solidarité nationale, je pense que ça sera très difficile. J'en veux juste pour exemple, et je ne voudrais pas que ça soit polémique, mais je constate que Mayotte a fait marche arrière et que c'est très long. Donc je dis tout simplement, ne nous lançons pas dans un processus qui pourrait être attractif à un moment donné où la nation a besoin de réduire ses dépenses et que finalement on nous encourage à un processus de réduction budgétaire qui sera au seul détriment des Guadeloupéens. Je voudrais un complément de ce que dit le président Patrick Vial-Collet. En ma qualité de trésorier de la Chambre, il est fondamental de se rendre compte que dans tous les pays, tous les territoires insulaires ou les gros, je veux parler des États-Unis, la seule chose qui prône, c'est l'économie. Il faut d'abord avoir une économie forte. C'est ce socle qui permet aux politiques d'avoir des orientations. Quelle est la réalité aujourd'hui? On veut nous faire passer un saut vers un article. Est-ce qu'il y a eu une étude d'impact? Est-ce qu'on a calculé combien ça va coûter? Est-ce qu'on a regardé des exemples? Quels sont les exemples autour de nous? Que dit la Martinique aujourd'hui? Quelle est la situation du peuple martiniquais et la Guyane? Avons-nous des exemples poignants que c'est une grande réussite? Je ne pense pas. La réalité aujourd'hui, c'est l'économie qui prône.
On ne peut rien faire si on n'a pas une économie solide. Alors comment peut-on envisager d'aller vers une orientation sans interroger le moteur essentiel qui est le monde économique? C'est tout ce qu'on dit. On ne dit pas qu'il ne faut pas de changement. On ne dit pas qu'il ne faut pas une évolution. Oui, il y a trop de normes. Nous sommes un peu gangrénés, un peu sclérosés par une problématique de normes. Mais il est important qu'on mette d'abord les chiffres. Plus et moins. Quelle est la réalité? Je suis un trésorier, je sais ce que valent les chiffres. Donc il faut à un moment donné que le monde politique s'assied autour d'une table et présente les chiffres au monde économique et que nous soyons tous d'accord. Merci. Oui, vous avez participé, donc, il y a à peu près 6 mois maintenant, au forum régional qui faisait suite au congrès. Je crois que toutes les institutions présentes aujourd'hui ont participé à ce forum. Alors, je voulais savoir quelles en sont les suites par rapport au monde économique. Est-ce que vous avez avancé là-dessus? Est-ce que vous avez fait une contre-proposition? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, peut-être dans le sens de ce que dit le trésorier, c'est, vous avez parlé aussi des possibilités d'adaptation dans l'article 73. Est-ce que vous avez des exemples précis à mettre sur la table, sachant que, par exemple, pour l'habilitation énergie, ça fait quasiment 15 ans qu'elle a été demandée, et de l'avis de tous les fonctionnaires que moi j'ai interrogés, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau de la région, c'est quelque chose de très compliqué à mettre en place. Oui. Monsieur Rode, je vais regarder un petit peu ce qui se passe dans les outre-mer françaises, dans les départements et les régions. Quand les Réunionnais... Excuse-moi, je ne fais pas de comparatif, je ne critique pas. Mais je vais te donner un exemple. Je vais te donner juste un exemple. Voilà. Là où tu as raison... C'est pas un avis que j'émets. Non, mais tu as tout à fait raison. J'essaie d'éclaircir les choses. Mais tu as tout à fait raison. Nous ne sommes pas solidaires en Guadeloupe. Lorsque je monte à Paris, au ministère des Outre-mer ou dans d'autres ministères, et que je vois que les Réunionnais arrivent avec une seule personne qui parle, alors qu'ils se sont écharpés toute la nuit pour se mettre d'accord, mais par contre, ils sont solidaires. Et eux, ils obtiennent tout, y compris les adaptations des articles 72, 73, 60, ce que tu veux. Ils obtiennent tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Pour une seule chose, la solidarité économique, politique, sociétale. Quand est-ce qu'on le fait en Guadeloupe? Alors, devons aussi, nous, monde économique balayé devant notre porte, nous avons aussi nos responsabilités. C'est vrai. Mais je vais vous raconter une seule anecdote. Je suis passé à La Réunion il y a 2 ans, 2 ans et demi. Et on parle d'autonomie, tendre vers une autonomie alimentaire. Et nous sommes tous pour. Quand j'ai vu le président de la filière, où il n'y a qu'une seule filière, fruits, légumes, 82% de la production locale est consommée localement. Il y a 10-15% d'importation. Ici, c'est le contraire. Peut-on m'expliquer pourquoi? Ils sont plus loin que nous. Ils n'ont pas plus de pétrole que nous. Donc en fait, nous devons aussi, mesdames, messieurs, changer de mentalité et changer de méthode en ce qui nous concerne. Tous les Guadeloupéens ont leur mot à dire. Tous nos salariés ont leur mot à dire. Tout le monde associatif, économique a leur mot à dire. Tous les politiques ont leur mot à dire. Nous sommes d'accord. Mais quand nous montons à Paris, nous arrêtons de monter un par un. Arrêtons de faire ça. Et nous prenons notre part aussi. Et pour aller plus loin, Jean-Claude, sur ta réponse, tu as dit depuis le forum, qu'est-ce qui s'est passé? Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai toujours pas reçu le document. C'est factuel. Je n'ai toujours pas reçu le document. Et quand je dis je, monde économique, le CCI l'a pas reçu, l'UDE-MEDEF l'a pas reçu, la CPME l'a pas reçu, Charlie Vincent, avec qui je suis en relation permanente pour la pêche, ne l'a pas reçu, la Chambre des métiers ne l'a pas reçu, la Chambre d'agriculture ne l'a pas reçu. Ça fait beaucoup de gens qui l'ont pas reçu. Donc,
quand tu dis « qu'avez-vous fait ?» On ne l'a pas reçu. On ne l'a pas reçu. On a dit qu'on n'était pas d'accord avec la finalité parce que nous n'avions pas été associés au mouvement, à la discussion, si tant est qu'il y ait eu des discussions, encore une fois. Puisque je répète qu'en tant que citoyen, je n'ai jamais été convoqué, pas seulement en tant qu'organisation patronale et professionnelle. Les citoyens que nous sommes dans la salle, messieurs, mesdames, avez-vous été convoqués? Voilà. Donc, quand un échantillon représentatif de la société, et ce n'est pas le seul, j'interroge beaucoup autour de moi, personne n'a été convoqué. Donc, si on fait une réunion entre soi, où on donne des directives, des conclusions, et on dit la Guadeloupe a été convoquée, je dis non. Donc, nous n'avons pas été convoqués. Nous n'avons pas, le document en question. Nous n'avons pas pu le discuter, mais nous sommes formellement opposés à la fin sans qu'on nous dise les moyens. On ne peut pas être plus clair que ça. Je peux poser une question. Mais il faut absolument qu'on nous dise les moyens. Pardon, Patrick. Oui, je voudrais simplement poser une question aux journalistes qui sont là, puisqu'on a un temps d'échange, un débat, vous nous posez des questions. Il n'est pas normal que nous puissions essayer de connaître aussi vos sensibilités. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous trouveriez normal qu'une évolution statutaire puisse être mise en œuvre sans que la population et chacun des Guadeloupéens puissent être consultés? C'est ma première question. Et si tant est qu'on se dirige vers ça, si on était sûr qu'ils étaient favorables, je pense que la question leur aurait été posée. Est-ce que c'est parce qu'on pense qu'ils ne seraient pas favorables qu'on pourrait ne pas poser la question? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est de se dire, est-ce que vous connaissez, vous, le projet politique, si ce n'est d'avoir plus de pouvoir? C'est-à-dire qu'en gros, on nous résumerait la situation en disant il nous manque de pouvoir pour pouvoir régler les problèmes, il nous faut plus de pouvoir. En général, quand on a un projet politique, qui est un projet économique, il n'est pas dans du générique « je veux plus de pouvoir ». Il est très directionnel. Est-ce qu'on va avoir une diminution des impôts? Est-ce que la fiscalité, quel va être le type de fiscalité? Comment on va financer le projet politique? Est-ce que c'est un effort pendant une durée ou est-ce que c'est un effort constant? Comment on va gérer le problème des sargasses? Est-ce que ça veut dire qu'on va rajouter de l'octroi de mer pour pouvoir financer le problème des sargasses, le problème de l'eau, le problème des routes, etc. Il y a tout un projet politique et chacun est en droit de savoir qui va payer quoi et qu'est-ce que ça va coûter. Je vous mets au défi aujourd'hui de pouvoir répondre à une question simple. Dans le cadre de l'évolution du projet politique qui nous est proposé, quel va être le coût, c'est-à-dire combien va coûter la réduction des budgets de l'État et comment ils seront compensés? Est-ce que c'est par une diminution du nombre de fonctionnaires? Est-ce que c'est par une réduction des coûts? Enfin, on n'en sait rien. Ce qu'on sait, c'est qu'à un moment donné, un projet politique doit être financé. Et je vous rappelle, et ça je vous dis d'avoir toujours ça en présence dans votre esprit, il y a deux types de contribuables. La personne physique, c'est chacun où vous êtes assis aujourd'hui, vous êtes physique, et la personne morale. Ce sont en général les entreprises. À défaut de ça, il n'y a pas de ressources qu'on peut avoir. Les autres sont des ressources négociées, soit auprès de l'État, dans le cadre de conventions. Mais la fiscalité, le pouvoir fiscal qui est réclamé ne peut être en direction de la personne physique ou de la personne morale. Et moi, je voudrais savoir, avant toute cette évolution, qui on va taxer? Est-ce que vous pouvez me répondre est-ce que vous savez qui on va taxer? Quel est le projet sur finalement la recette complémentaire fiscale? Puisque j'ai cru comprendre qu'on veut plus d'autonomie fiscale, non pas pour diminuer la fiscalité, mais pour en rajouter. Est-ce que c'est les personnes physiques qui vont payer, auquel cas ce sont nos consommateurs, ceux qui ne pourront plus dépenser dans nos entreprises, ou est-ce que c'est la personne morale qui va être taxée, auquel cas il faut qu'on augmente nos prix, puisqu'on aura une fiscalité complémentaire, ce qui veut dire que les choses seront encore plus chères. Je ne sais pas si je suis clair sur cette perspective fiscale, mais je vous demande à chacun d'entre vous, et notamment les journalistes, de vous interroger sur ces perspectives d'autonomie fiscale.
Je vous remercie. Avant d'entendre la réponse des journalistes, je voulais compléter sur un point. La question se pose, si on va vers plus d'autonomie fiscale, et donc l'article 74, de se demander s'il y aura des dotations, une dotation globale de compensation versée par l'État correspondant à la différence entre la recette fiscale perçue localement dans le cadre du pouvoir normatif local fiscal et le coût de fonctionnement de la collectivité unique. Et effectivement, vous avez peut-être, vous les journalistes, les chiffres. Ce serait bien de pouvoir communiquer dessus. Si on fait la différence entre le coût et le montant des recettes fiscales locales actuelles, on voit qu'il y a une différence d'environ 1 milliard qui devrait donc faire l'objet de cette fameuse dotation globale de compensation. Quand on voit aujourd'hui le passage qu'on a dû emprunter lors des discussions du projet de loi de financement sécurité sociale, lors de la discussion sur le projet de loi de finances qui a été adopté il y a 2 jours, où on a dû sauver les Outre-mer d'une amputation de 800 millions d'euros de budget, je ne sais pas comment on peut envisager qu'on va recevoir une dotation globale de compensation d'1 milliard. En tout cas, je n'ai pas la réponse à cette question et je pense que ça n'a pas été discuté. C'est un exemple des points sur lesquels il faudrait qu'on ait une vision claire, avec des chiffres clairs, pour reprendre une expression d'un chef d'entreprise, un business plan, c'est-à-dire un plan, tout simplement économique, de savoir combien ça coûte, combien ça rapporte, et de combien on a besoin de compensation versée par l'État. Donc c'est une question qui est assez claire, pour laquelle on n'a pas encore eu de réponse. Et c'est pour ça que nous avons demandé une étude d'impact approfondie, économique, sur la base des mesures fiscales qui seraient proposées si on va vers une autonomie fiscale et donc vers l'article 74. Je veux juste un complément, permettez-moi un complément à distance. Est-ce que vous savez que lorsque un maire ou une fiscalité qui est liée directement à la personne physique en Guadeloupe n'est pas payée, l'État compense parce que c'est elle qui procède à l'encaissement. Je vous donne un exemple simple. Vous émettez une fiscalité en tant que maire. Pour des raisons diverses et variées, vous n'arrivez pas à encaisser le montant de votre fiscalité qui est adressé. L'État compense. Et chaque fois que vous augmentez votre fiscalité, l'État compense. Elle n'a pas le choix. C'est elle qui encaisse. Et donc, elle doit garantir la recette. Je vous demande de vous renseigner. Ce sont des sommes qui avoisinent des centaines de millions d'euros qui, si nous devions avoir, nous, notre encaissement, les collectivités n'auraient pas dans les caisses. Et j'ajouterais que si l'État compense, une question. Dans le cadre de l'article 74, pendant combien de temps? Parce que vous savez bien que l'État français est en faillite et qu'elle cherche à faire des économies. Et je ne veux pas, je ne souhaite pas, et je m'y opposerai, qu'on puisse dire que les Outre-mer coûtent plus cher que la moyenne des départements et des régions françaises. Ce qui est faux. Il ne faut pas qu'on tombe dans ce piège. OK? Donc, tout ce qu'on veut, pendant combien de temps? Parce que je vous rappelle qu'on a voulu nous sucrer la Lodéum. Je vous rappelle qu'on nous a supprimé la TVA non perçue récupérable qui bénéficiait aux TPE et aux PME, pas aux grandes entreprises. Je vous rappelle que les coûts, alors je vais peser mes mots, mais je le dis, de rabot, alors qu'on a obtenu des lois ou des avantages en matière de fiscalité, en matière d'investissement, qu'on nous retire petit à petit quelques années après au gré des gouvernements qui passent. Et on est qui? Il faut qu'on se fasse aussi respecter. Et la meilleure façon de se faire respecter, c'est d'être ensemble et de parler d'une seule voix. C'est le message, pour certains, que j'ai déjà fait passer à nos amis politiques. Ils n'y arriveront pas tout seuls sans le monde économique. Et le monde économique n'y arriverait pas tout seul sans le monde politique. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Bruno, je rajouterais en plus que cette marche forcée un peu, où
le gouvernement a l'air d'avoir une écoute toute particulière, selon moi, ne peut pas cacher le fait que le gouvernement sait que les économies sont au bout de cette évolution. Qui dit économie pour l'État dit en fin de compte charge en plus pour chacun des citoyens. Parce que je ne vois pas dans ce projet politique des réductions de charges, c'est-à-dire des réductions de fonctionnement. Vous connaissez le niveau de fonctionnement que l'on a, vous connaissez le niveau du nombre de personnes qui sont dans les différentes collectivités. Et là, je crois que l'État a trouvé, et excusez-moi de dire ça, hein, a trouvé un chemin pour réduire le coût des différents départements d'outre-mer, surtout pour ceux qui veulent y aller. Alors, moi, je ne suis pas très client. Les dotations de compensation, comme on dit, elles sont pendant une durée très limitée. Et puis après, advienne que pourra. J'ai une toute petite question. Et après, je pense que mes collègues vont vouloir vous faire individuellement. Je ne pense pas avoir entendu cette réponse. Qu'est-ce qui fait, quelle est la donnée tangible qui fait qu'on est devant vous aujourd'hui? Pourquoi maintenant? Parce qu'en fait, les discussions se font à Paris, se sont déjà faites, ont eu lieu, elles vont se poursuivre. Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette conférence de presse? Je m'interroge sur le timing, en fait. Alors, si je peux vous répondre, vous avez raison, les discussions se sont faites sans nous. Et c'est pour pallier cette aberration que nous prenons aujourd'hui la parole pour dire non, on n'est pas d'accord. Mais vous ne pensiez pas que ça irait ou ça pourrait aller au bout? Mais c'est pas totalement vrai de dire que c'est aujourd'hui que nous prenons la parole. Lorsqu'au mois de juillet, au Congrès, le président de la CPME, le président du MEDEF par la voix d'Isabelle Michel-Gabriel et le président de la CCI par la voix de son trésorier Tony Morvan disent à la tribune non, avec des mots différents. Mais on dit non. Avez-vous relayé cette information auprès de la population? Nous l'avons dit clairement. Mais pas seulement. Charlie Vincent a dit la même chose pour la pêche. Le président de la Chambre d'agriculture a dit la même chose. Le président de la Chambre des métiers a dit la même chose. Et un certain nombre d'autres socio-professionnels ont dit pas question, on n'est pas prêt pour ça. Et on n'a pas été consulté. On n'a pas cessé de le dire. Aujourd'hui, nous faisons une conférence de presse commune pour un peu plus alerter et pour dire stop, nous irons là où nous devons aller désormais pour porter officiellement ensemble la voix de tout le monde. Mais nous n'avons pas cessé de le dire depuis plusieurs mois. En tout cas, le point de départ de cette communication ensemble, refusant cette direction et même cet aboutissement, c'est le congrès de la région. Et je répète, nous sommes tous présents sur la table et nous avons tous dit d'une voix commune, avec des mots différents, je le conçois. Et heureusement, on n'est pas alarmés. Nous avons dit avec des mots différents, non, 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 nous n'avons pas été consultés, non, nous ne voulons pas aller dans cette direction, non, nous ne souhaitons pas être écartés du chemin. Donc, c'est pas vrai de dire que c'est aujourd'hui qu'on se réveille. Aujourd'hui, on fait une conférence commune, mais ça fait longtemps qu'on s'est réveillé. Voilà. Est-ce que ça signifie que là, parce que vous avez fait une conférence de presse, bon, pour les journalistes, on va transmettre la presse, mais je pense que la prochaine conférence, c'est avec le président du conseil général, régional qui pourra le faire. Parce que finalement, les questions que vous posez, bon, même si on les relaie au niveau de l'opinion en tant que journaliste, on peut le faire, d'accord, mais cette conférence de presse devrait normalement aboutir aujourd'hui à une conférence avec les politiques. Et d'autant plus que j'ai compris que quand j'allais à Paris, vous voulez avoir une seule voix. Or, visiblement, le MEDEF aura une voix, la région aura une voix, le conseil départemental aura une voix, donc ça va être encore une cacophonie. Donc, est-ce qu'il ne faudrait pas résoudre le problème en Guadeloupe, d'abord, au niveau de la Guadeloupe, avant même d'aller à Paris? J'ai pas envie de vous le pleurer auprès du gouvernement, mais pratiquement dire oui, nous pas d'accord avec eux, etc., mais ça nous plaît. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut, au niveau politique et économique, trouver au
un consensus. Alors, si tu permets. Monsieur Zandoni, vous avez tout à fait raison. Sauf que nous avons reçu hier soir monsieur Guy Losbar pendant 2h30 pour lui dire ce que nous venons de dire ce matin. Nous étions 35 chefs d'entreprise hier soir. 35 chefs d'entreprise hier soir. Nous étions partis pour 1 heure. Nous sommes restés 2h30 avec lui pour lui dire de changer de méthode. Nous ne sommes pas d'accord avec cette méthode. Pour lui dire que nous sommes d'accord pour une clarification des responsabilités entre la région et le département, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Une clarification qui aujourd'hui coûte à la Guadeloupe. Qui est responsable des routes? Qui est responsable de la formation qui est en faillite? Qui est responsable de l'enfance? Les crèches dans les communes, qui est responsable? Il n'y en a pas de crèches dans les communes. Allons-y, on lui a dit tout ça hier soir. Il y a, 32 communes, il y a 12 crèches. C'est pas normal. Mes salariés peinent à venir, et vous le savez bien, à Jarry, quand on habite Mornalo, Port-Louis, ou Le Moule, et j'en passe. Je ne parle même pas de Sainte-Rose. Nous lui avons dit tout ça hier soir. Le président nous a écoutés, a compris. Je pense qu'il mettra en place très vite, et j'espère qu'il mettra en place très vite, des commissions communes de réflexion entre le monde économique et le monde politique, afin que nous puissions faire valoir nos idées et que nous partageons nos actions avec lui, avec le département, mais aussi avec la région. En ce qui concerne la région, nous sommes d'accord avec la région qui consiste à dire il faut peser les plus et les moins, mais pour l'instant, on ne sait pas qui fait quoi, comment, combien ça coûte, etc. Qui fait de la culture, alors il y a un café, l'autre café. Non. Nous sommes aujourd'hui dans un moment difficile, politiquement, parce que nos présidents, allez, vous le savez, aussi bien et mieux que moi, ont des difficultés pas de se parler, mais de travailler ensemble. Et ça se fait sentir. Et on le sent. Oui, je veux dire, nous, le monde économique. Nous leur avons fait passer des messages en ce qui concerne les délais de paiement. Contrairement à ce qu'on pense, ça ne s'améliore pas. Je suis désolé. Un délai de paiement, c'est à partir du moment que ça rentre dans l'ordinateur. Mais avant l'ordinateur, ça peut mettre des mois avant de rentrer dans l'ordinateur. Et vous le savez aussi comme moi. Donc les délais de paiement pour les entreprises, et particulièrement pour les petites entreprises, ne sont pas respectés en Guadeloupe. Quoi que dise la DRFIP, parce qu'elle ne voit que ce qui est officiel. On ne voit pas ce qui est officieux en ce qui concerne les dossiers qu'on garde sous le coude. Moi, je veux dire, on lui a parlé de l'eau. On lui a régi de l'eau. Oui, régi de l'eau. Dans 18 mois. Mais nous n'y sommes pas. On lui a dit tout ça hier soir. 2h30 de discussion avec lui. Et je peux vous dire qu'on lui a passé tous nos messages. Il a bien écouté, il a bien entendu. Il n'a pas fait de réponse particulière. Il est prêt à se commettre au travail. Maintenant. Ce n'était pas le cas avant. Ok, d'autres questions, si vous voulez bien. Juste intervenir. Avant de terminer. Oui, allez-y. Alors, pour ma part, trésorière de la CPME, je m'interroge aussi quand même sur le positionnement que nous pouvons des fois avoir sur certaines situations. On se base souvent sur la forme et pas suffisamment dans le fond. Qui peut mieux parler des difficultés si ce n'est les acteurs économiques? C'est quand même eux qui créent la valeur ajoutée, qui embauchent les salariés et qui fait tourner la Guadeloupe. Donc si on les met à genoux, comment on va s'en sortir? Et l'autre question qui est importante à se dire, c'est que si on n'arrive déjà pas à corriger les problématiques que nous avons aujourd'hui, qu'est-ce qui nous garantit qu'on va pouvoir les changer dans un système qu'on ne maîtrise pas? Si on a la possibilité déjà, dans un premier temps, de faire la différence maintenant, pourquoi attendre demain? C'est aujourd'hui, en fait. La vie, c'est maintenant. Donc aujourd'hui, on a déjà quand même un certain nombre de moyens de pouvoir faire quelque chose, de pouvoir poser des actions concrètes pour permettre à l'économie de la Guadeloupe de se relever. Et au final, on ne le fait pas parce que, a priori, c'est demain que ça pourra être mieux parce qu'on sera en article 74. Au final, non. Donc,
clairement, ce n'est pas une question que politique, c'est une question aujourd'hui de comment on peut travailler ensemble. Si on veut des résultats, les résultats, c'est qui les fait? C'est ceux qui sont en train de travailler, c'est ceux qui sont en train de... Ce sont les acteurs économiques, c'est ceux qui, justement, au quotidien, font que la Guadeloupe tourne. Donc, à chaque fois qu'on pose cette question de politique, ce qu'on leur amène à faire, c'est de consulter ceux qui font tourner la Guadeloupe. Et je pense que ça, des fois, on n'y pense pas suffisamment, de remettre les choses à leur centre. C'est l'humain, c'est la population, et ce sont l'économie, c'est notamment les entreprises. D'autres questions? Président Vial-Collet, tu veux ajouter ou terminer Non, je vous laisse conclure, je suis un peu loin. Ah, merci. Tu veux ajouter un petit mot, Okay. non, avant qu'on conclue? Non, vas-y, Bruno. Bon, d'accord, merci. Et puis, repose-toi bien. Merci à tous pour votre mobilisation. Nous allons clôturer la conférence et inviter chaque intervenant à faire une interview avec les journalistes. Non, si vous permettez, on va conclure. Ok, d'accord. Je remercie la presse qui s'est déplacée pour écouter nos messages. Je compte sur vous pour les relayer. Ne dites pas qu'on se réveille maintenant. Ça fait longtemps qu'on s'est réveillé. Ça fait longtemps qu'on fait passer nos messages. Aujourd'hui, nous entrons dans une nouvelle ère où on va le dire un peu plus fort, on va le dire ensemble, d'une même voix, avec les mêmes mots, et on va le dire ici et là-bas. Et nous n'avons pas pour habitude de pleurer. On ne pleure pas. On va défendre nos idées et on va les défendre âprement au niveau gouvernemental, aussi bien à l'Élysée qu'à Matignon, parce qu'il est hors de question que l'Élysée et Matignon croient qu'il n'y a qu'une seule voie en Guadeloupe, qui est la voie d'aller vers le 74 sans aucun projet. Voilà, merci encore pour votre présence et merci de relayer l'info. Merci à toutes et à tous.